Bordel Donald, il en rate pas une, si bien que les social justice warriors de tout pays ont aujourd'hui du taf à plein temps, et si bien que nous aussi on doit passer derrière expliquer des thèses en 3 volumes que ce vulgarisateur de compétition résume en général en un tweet, ce qui serait pas marrant si en plus ça bottait pas le cul de quelques milliards de personnes au passage. Non vraiment, toi t'as pas ce luxe. Lui il mène le game avec son smartphone en mettant à distance tous les gauchistes en PLS, et pour moi c'est justement l'occasion de te parler de tous ces pays de merde. J'ai déjà pris des exemples pour t'expliquer les rapports de force chez nous, comme quoi t'étais autant l'esclave des banquiers que les Antillais l'étaient d'un petit groupe de béquets consanguins. Et là je vais t'expliquer pourquoi de toutes les manières ça sert à rien de t'exciter et de sortir ton djembé pour faire la révolution, parce que le mec qui a organisé la fête a tout prévu, même pour le cas où tu voudrais plus faire un taf inutile pour un salaire de merde. Ça c'est parce qu'il y a des trucs qui te dépassent, qui vont de pair avec la libre circulation des hippies et des capitaux, et que tu peux pas stopper avec une chanson de Cindy Emilia. Et moi dans la vie, je crois qu'il y a un choix à faire entre pousser des chansons qui embrassent le monde entier mais servent à rien, et faire quelque chose de pragmatique comme se préoccuper au moins des tiens, et qui aura peut-être une chance d'inspirer les autres. Sans compter que se recentrer un peu aura des chances de mettre fin à la France-Afrique que compte pas stopper ton connard de président, et ça c'est déjà mieux que tout le bonheur du monde. Pour l'exemple, on va prendre le Ghana, parce qu'il y a un très bon reportage dessus et que c'est un cas d'école pour t'illustrer à quel point toutes tes bonnes intentions universalistes envers le tiers-monde sont foutues d'avance. Tu vas comprendre également que c'est pas l'assistanat qui rend Street crédible comme dirait l'autre, et que si fiable à l'africaine, c'est pas une expression qui existe. C'est pas uniquement à cause de la colonisation. Dans ce pays, les grandes institutions financières occidentales ont imposé un ordre implacable avec des conséquences humaines extrêmes. Vous allez voir comment elles provoquent un exode rural massif. Vous allez voir comment le prix de l'eau potable privatisé fait que les Africains n'ont plus accès à l'eau. En fait, pour te résumer, le Ghana était à 2 doigts de rejoindre la rive de la civilisation, et pour ça il a demandé des aides au FMI et à la Banque mondiale. Mais comme tous les pays dans la merde jusqu'au cou, il a pas eu le luxe de négocier les conditions du contrat, qui obligeait le pays à ouvrir ses fesses au libéralisme économique. Élève modèle, c'est ainsi que la Banque mondiale considérait le Ghana. Mais après 20 ans de libéralisme économique, le modèle ne semble pas avoir répondu aux attentes de la population. La Banque mondiale a décrété que les pays endettés ne devaient plus dépenser d'argent pour les services publics de base comme la distribution de l'eau. Dans ce village, on applique donc le concept de la récupération des coûts. C'est un peu un self-service. On apporte son seau et on paie cash. L'application de cette politique était l'une des conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI en échange des prêts accordés. Récupération des coûts ou participation aux frais ou cash and carry, plusieurs expressions servent à désigner cette politique qui fait payer les produits de première nécessité. Ce modèle a été mis en place dans tous les pays en voie de développement. On a demandé au Ghana d'orienter sa production sur 2 matières premières d'exportation, l'or et le cacao, et de laisser tomber le reste. Là va falloir que je t'apprenne un truc de culture générale un peu chiant sur le libéralisme, à savoir qu'il justifie que les pays qui veulent recevoir des aides participent à un vaste programme d'enculerie qui comprend la nouvelle division du travail, c'est-à-dire la spécialisation des pays dans les productions pour lesquelles ils détiennent, dans le monde ou sur un marché donné, un avantage commercial comparatif. La théorie des avantages comparatifs. David Ricardo a montré que tous les pays, même les moins compétitifs, trouvent un intérêt à rentrer dans le jeu du commerce international, de la mondialisation, en se spécialisant dans la production où ils détiennent l'avantage relatif le plus important ou le désavantage relatif le moins lourd de conséquences. Dans ce modèle, il existe toujours une combinaison de prix telle que le libre-échange soit profitable à chaque pays, y compris le moins productif. Il s'agit d'un jeu à somme positive. Un jeu à somme positive dont les non-blancos du Ghana pourraient te parler des heures si on en avait quelque chose à foutre de leur avis. Cette région était le grenier à riz du Ghana. Elle fournissait du travail et de la nourriture en abondance. Les politiques de la Banque mondiale ont tout changé. Quand le Ghana subventionnait les engrais et les semences, les machines étaient disponibles et donnaient du travail à tous. C'était presque le plein emploi, même pour les jeunes filles. Mais avec l'effondrement de la culture du riz, on ne peut rien faire. Merde, et maintenant tout est foutu. Maintenant, nous devons acheter notre riz. Le Ghana dépense maintenant 100 millions de dollars par an pour importer du riz de pays comme les États-Unis. La suppression des subventions à l'agriculture locale s'est donc accompagnée de la suppression des barrières douanières. Cette économie de marché, dans sa forme la plus pure, est une sorte de darwinisme économique.
la sélection naturelle passe par la survie du plus fort. Du coup, comme il était obligé, le Ghana a choisi de garder l'exploitation de l'or, mais comme c'était l'austérité imposée, et que le gouvernement pouvait pas financer la création de grosses exploitations, tout le bordel de l'or a été confié aux étrangers, et dans le même temps le Ghana s'est retrouvé comme t'as entendu à devoir importer des États-Unis du riz qu'il produisait plus, et toute sa population, qui était le soi-disant bon élève de l'Afrique mais à peine le coolest monkey in the capitalistic jungle, s'est retrouvé à devoir choisir tous les jours entre boire et manger. Alors tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en branle des Africains, t'es trop un gauchiste et tout. Mais non, t'en es un quand tu t'arrêtes à ce constat pour justifier l'accueil de toute la misère du monde, en voulant à l'État, aux flics et à ton père et en comprenant pas que tout est lié. Du coup y a pas à chier, toutes les aides humanitaires et tous les programmes d'accueil du monde les sauveront pas, et le plus important te sauveront pas toi non plus, car tu continueras d'être payé à peine de quoi vivre décemment dans un pays aussi riche que le tien, en devant t'excuser de recevoir des prestations sociales qui n'ont d'ailleurs aucune chance de perdurer, parce que t'as pas encore compris que tu joues en régional mais qu'au niveau d'au-dessus, t'es considéré comme un idiot utile qui est prêt à tout sacrifier événement, jusqu'à la souveraineté du pays qui protège son mode de vie. Dis-toi que le jour où la France sera soumise à son endettement tout ça devra valser, on adoptera le cachet carré et tout le bordel, et on ira quémander la soupe populaire mon pote. Alors bon c'est peut-être pas près d'arriver. On a payé 1400 milliards d'intérêts sur la dette depuis 79, affirme Jacques Cheminade. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Thomas. Exactement 1350 milliards d'intérêts versés depuis 79, selon les comptes de l'INSEE. La dette elle-même atteignait 2147 milliards au début de l'année. Et ce montant abyssal est dû en partie au poids des intérêts. Ouais bon ok j'ai rien dit. Continue de vouloir ouvrir ton cœur et tes frontières avec tes moyens de pression asthmatique contre des banquiers qui t'emmerdent. T'as raison, c'est ça qui sauvera le monde et ton cul de la tourmente. T'es qu'un putain de connard sur un radeau dans la tempête, qui jette des planches au monde entier. Bonté divine, nous sommes sans défense, comme un poisson dans un tonneau. Qu'en pensez-vous? Mon instinct me dit que nous devrions nous cacher dans ce tonneau tel un poisson rusé.